Imaginez un pays tout plat, tout sec, grand comme la France, sans accès à la mer, enclavé au sud de l'Afrique. C'est la terre des Suricates et celle des Bushmen. C'est la terre aussi du peuple Tswana et de quelques autres. Depuis l'indépendance de 1966, ils sont unis derrière un drapeau. Le bleu y représente l'eau, un vrai trésor dans cette contrée aride. On vient du bout de la planète pour découvrir ces sanctuaires animaliers. Mais ce pays mérite d'autres détours, réserve d'autres surprises. La découverte commence à Maune, la porte d'accès incontournable au site le plus célèbre du pays, le delta de l'Okavango. Dans la langue des San, Maune veut dire l'endroit où les roseaux sont courts. La ville a été fondée en 1915 le long de ce drôle de cours d'eau, la Tamalekane, dont personne ne sait précisément d'où il vient et où il va. Car il est alimenté de façon épisodique par les eaux imprévisibles du delta. À l'origine, on franchissait la rivière par ce vieux pont. Preuve qu'il n'y a pas beaucoup de vestiges au Botswana, on l'a classé monument national. Maune est restée longtemps une bourgade poussiéreuse, une sorte de ville frontière où venaient se ravitailler et se distraire les employés des ranchs et les éleveurs de bétail. On y croisait déjà ces femmes dans leurs costumes encombrants, des héréros. Les héréros sont arrivés ici au début du XXe siècle. Ils fuyaient leur pays, la Namibie actuelle, où ils étaient menacés de génocide. Les Tswanais leur ont offert l'asile au nom d'une très vieille convention qui prévoyait, en cas de besoin, l'accueil d'un peuple par l'autre. Maune s'est rapidement développé à partir de 1970, quand le delta s'est ouvert au tourisme. La ville compte maintenant plus de 75 000 habitants et elle continue de grandir. On y afflue de partout pour trouver un emploi, exploiter une opportunité, profiter de la dynamique. La ville grouille d'activités. C'est ici que se concrétisent tous les rêves d'Okavango. La découverte du delta suppose des moyens spécifiques, du savoir-faire, du sur-mesure. À Maune, on se prépare souvent à un safari hors norme, de ceux dont on rêve toute une vie. La découverte d'un des sanctuaires les plus mythiques de toute l'Afrique, la réserve de Moremi. Moremi, c'est la réserve du delta, son noyau. Pour y accéder, il faut franchir des pistes difficiles et des bras d'eau. Le 4x4 est obligatoire. Ce sanctuaire animal a été créé en 1963. C'est la première réserve africaine à avoir été initiée par une communauté locale. D'où son nom, Moremi, celui d'un chef de tribu. La faune y est exceptionnelle, en raison notamment de la diversité des habitats.
Des cours d'eau de toute taille et innombrables traversent la réserve. Ils composent un gigantesque réseau hydrographique. Au sol, il est difficile d'en prendre la mesure. Du ciel, on appréhende mieux la formidable complexité du delta. Le fleuve Okavango est venu se répandre ici. Au lieu de rejoindre la mer, il s'est étalé dans les terres sur 15 000 km². 95% de ces eaux vont finir par s'évaporer et seulement 2% infiltreront la terre. C'est le plus grand delta intérieur du monde. L'Okavango dépose chaque année 650 000 tonnes de sédiments et le visage du delta est en perpétuelle évolution. Par endroits, c'est la terre ferme qui domine, du moins à la fin de la saison sèche, car la majorité de ces étendues sont inondables et se recouvrent quand les eaux du fleuve sont au début de leur cycle. Pour approcher au plus près la réalité du delta, il y a cette autre façon. Se laisser guider par un poleur dans son mokoro. Le mokoro est une embarcation à fond plat propulsée simplement par les appuis de la longue perche. Le glissement du mokoro sur l'eau est le seul bruit qui vienne troubler le calme incroyable des bras d'eau. C'est une expérience unique, magique, mais frustrante, tant les roseaux et les berges recèlent de secrets si proches, mais qui restent invisibles. Alors il faut imaginer. Ce sont des hippopotames qui ont tracé tous ces couloirs d'eau, à force de passer dans la végétation. L'eau du delta, filtrée par les sables, est d'une étonnante pureté. Aujourd'hui, la plupart des mokoros sont en fibre de verre. Autrefois, on les taillait dans un tronc d'ébène ou d'arbre à saucisses. Comme il faut 100 ans pour faire un arbre et qu'on avait besoin de plus en plus de mokoros, ces espèces devenaient de plus en plus rares dans le delta. La fibre de verre présente aussi un avantage. Elle est durable. Et donc plus facile à amortir pour les poleurs qui doivent financer leurs embarcations. Car les mokoros en bois, eux, ne duraient que quelques années. Si l'activité des mokoros est centrée sur le tourisme, la vannerie, elle, trouve aussi des débouchés auprès de la population locale. C'est le secteur artisanal privilégié du pays. Les femmes des tribus de l'Okavango excellent dans l'art de tresser leur ouvrage. Elles utilisent comme matière première la fibre du palmier mokola, l'arbre caractéristique du delta. Ce delta, il faut le contourner par le nord-ouest si l'on veut découvrir le fleuve qui l'alimente. La route goudronnée passe au large des bras d'eau. Ils sont à 30, 50, parfois 60 km de là.
Quand on remonte ainsi vers le nord, on découvre un Botswana plus rural, où l'habitat est encore souvent traditionnel. La vie est dure pour les animaux domestiques, souvent livrés à eux-mêmes. Ici, le niveau de vie peut être très bas. En taillant des louches au bord de la route, on peut juste gagner de quoi manger. Quelques poulas, la monnaie du pays. Il y a près de 400 km entre Maune et Chakawe, entre le sud du delta et la frontière nord-ouest du Botswana. L'Okavango à cet endroit est un vrai fleuve. Il vient de traverser la Namibie en coupant la bande de Caprivi sur une trentaine de kilomètres. À moins de 50 km au nord, c'est l'Angola, son pays d'origine, où on l'appelle le Kubango. Avant de s'ouvrir en éventail dans son delta, l'Okavango présente sur 80 km le visage qu'on lui connaît à Chakawe, celui d'un large cours d'eau dont les rives sont bordées de champs de roseaux et de papyrus. Pour désigner cette partie de son cours, les géographes ont utilisé une image. Ce serait le manche d'une casserole dont le delta serait le récipient. Voilà pourquoi on appelle cette région le Panhandle. Ici, comme partout, la hauteur de l'eau varie en fonction des saisons, mais l'Okavango garde toute l'année un débit soutenu. Il coule avec force et sans histoire dans un lit bien tracé qui fait ici et là quelques méandres. Vu l'importance du courant, l'usage du mokoro n'est pas vraiment adapté à l'exploration des berges. Le Panhandle est d'abord un paradis pour les oiseaux et tous ceux qui s'y intéressent. Les berges couvertes de végétation offrent de bons abris à la faune et les eaux poissonneuses suscitent toutes sortes de convoitises. La pêche et la découverte ornithologique participent de plus en plus au développement de cette région qui est restée jusque-là un peu à l'écart de la manne touristique. En attendant de pouvoir, peut-être, en profiter un jour à leur tour, ces femmes vont descendre sur la berge pour y couper des roseaux. On en fait encore souvent des toits et des murs. L'activité est dangereuse, car les berges de l'Okavango regorgent de crocodiles de grande taille. Quelques-uns ont été capturés et se retrouvent dans les enclos d'une ferme voisine. Celui-là, qui a 50 ans et mesure plus de 5 mètres, coule une retraite paisible. Mais d'autres servent de géniteurs, car ici, on fait naître et on élève les sauriens à grande échelle. Cela suppose de grandes quantités d'eau. Elle est directement pompée dans l'Okavango tout proche.
Il y a à ce moment plus de 13 000 crocodiles dans la ferme. Ils y sont élevés jusqu'à l'âge de 2 ans et demi. Dans ces conditions, ils grandissent 2 fois plus vite que dans la nature. Ils ont leur meilleure valeur marchande quand ils atteignent environ 2 mètres. Depuis que le Botswana a interdit l'exportation des bébés crocodiles, c'est l'un des derniers établissements du genre. Pour attirer davantage de visiteurs dans la région, on compte plutôt sur la valorisation d'un site qui se trouve à une 50aine de kilomètres de là, les collines de Tsodilo. Il s'agit d'un ensemble de quelques reliefs assez modestes qui émergent au bord d'un lac fossile asséché. Il y a 4 collines principales. La plus haute, Male Hill, dépasse de 400 mètres le niveau du sol alentour. C'est l'un des points les plus élevés du pays. Tsodilo est classé au patrimoine de l'humanité pour ses peintures rupestres. On en a déjà dénombré plus de 4000, répartis sur près de 300 sites. C'est l'une des plus fortes concentrations d'art rupestre du monde. On dit ici de Tsodilo que c'est le Louvre du désert. Le site a été habité. Il a une forte dimension symbolique et religieuse pour les communautés locales. Elles y voient à la fois la tombe des dieux et l'endroit où l'homme est apparu pour la première fois. L'origine des peintures reste énigmatique. Certaines dateraient de 20 000 ans, mais la plupart des autres n'auraient que quelques centaines d'années. Au bas de cet énorme rocher, on peut voir les représentations surprenantes d'un pingouin et d'une baleine. Comme l'océan est à plus de 600 km, on se demande comment a pu s'inspirer l'artiste du peuple San. Des San qui, pour l'essentiel aujourd'hui, sont cantonnés dans le désert du Kalahari. Chassés de partout, ils y ont trouvé refuge. C'est le cœur du Botswana. Une région plus difficile d'accès qui est restée longtemps inaperçue aux yeux des voyageurs. Le Kalahari central est un semi-désert. Il abrite une faune variée, car la végétation y pousse malgré la pénurie d'eau en surface. Les clôtures délimitent de grands domaines où l'on pratique l'élevage extensif. Mais certaines propriétés se transforment aujourd'hui en réserves de faune. Celle-là fait 20 000 hectares. On y a tracé des dizaines de kilomètres de pistes et on l'a cerné d'une centaine de kilomètres de clôture. Il a fallu ensuite acheter des animaux pour compléter ceux d'origine, créer des points d'eau, installer des pompes pour les alimenter et monter enfin la tour d'observation du spectacle de la nature. On ne vient pas dans le Kalahari central par hasard. On est ici à des heures de piste de la première route goudronnée.
Rien n'est laissé au hasard pour satisfaire une clientèle de connaisseurs. Les animaux sont attirés juste en face du lodge par le point d'eau qu'on y a creusé. La gestion de la réserve reste un défi au quotidien. On y associe étroitement des membres de la communauté San. Cette fois, il faut savoir pourquoi ce gnou n'a pas été entièrement mangé. On hésite entre un prédateur dérangé et une proie malade. On cherche des marques de morsure. On cherche aussi les traces d'une attaque ou les empreintes d'un prédateur, des indices qui ne peuvent échapper à un bushman. Faute d'indications probantes, on incise la peau de l'animal pour faciliter le travail des vautours et favoriser le nettoyage de la carcasse. Si le gnou était malade, cela limitera le risque d'épidémie. La réserve emploie à demeure quelques bushmen. De temps à autre, ils reprennent sans amertume leur tenue traditionnelle pour expliquer, plutôt avec fierté, quelques-unes de leurs techniques de survie. Les San ont été les premiers habitants de ce pays. Ils en connaissent mieux que quiconque le secret vital. Savoir trouver l'eau ailleurs, car elle est très capricieuse en surface. Un jour, la Boteti River, le dernier cours d'eau que l'on franchissait avant d'accéder au Kalahari central, a cessé de couler. Il a fallu attendre 20 ans et des pluies torrentielles en Angola en 2009 pour que les eaux du delta viennent l'alimenter à nouveau. Les bêtes reviennent y boire, les hommes y pomper un peu d'eau. Mais le niveau reste insuffisant pour alimenter à nouveau son exutoire naturel, l'épane du Makadi-Kadi. Pour explorer la région spectaculaire de ces grands lacs salés, il faut passer par Gweta. Gweta est une petite ville de 5000 habitants. On peut s'y faire une idée de la vie quotidienne des Botswanais qui n'habitent ni la capitale, ni un village isolé. Il n'y a pas d'école maternelle, mais dès qu'ils ont 7 ans, tous les petits Botswanais vont à l'école. En uniforme, car c'est la règle pour tout le monde. La scolarité est complètement gratuite jusqu'au collège. Ensuite, les familles doivent participer un peu ou demander une bourse. L'État consacre beaucoup d'argent à l'éducation et à la santé. La lutte contre le sida, qui touche 20% de la population, est une priorité nationale. Ici, tous les traitements antiviraux sont pris en charge. Quand ils reviennent de l'école, les enfants passent parfois par le magasin du village où ils ramènent à la maison un sac de riz ou de farine. Mais ils sont dispensés de la corvée d'eau. Toutes les maisons n'ont pas l'eau courante, mais il y a toujours un robinet à proximité. Au salon de coiffure de Gweta, il y a à la fois l'eau au robinet et l'électricité au compteur.
Quand il n'y a pas de clients au salon, la patronne passe dans la pièce d'à côté pour y faire du repassage ou de la couture. On a inauguré ici, il y a peu, une médiathèque dont tout le monde peut venir utiliser les ordinateurs ou consulter les ouvrages. Beaucoup n'y viennent jamais. Ils préfèrent se retrouver dans la petite case qui abrite le bar à bière. Dès le matin, on vient y discuter en buvant du chibuku, la boisson traditionnelle faite de baies sauvages fermentées. Mais on vient à Gwetar pour connaître une autre ivresse, celle que l'on ressent quand on découvre les grands panes salés. Les panes du Makadi-Kadi s'étendent sur 12 000 km². C'est un réseau de plusieurs lacs salés asséchés et c'est le plus grand du monde. Plus on s'enfonce dans la gigantesque cuvette argileuse, plus les hommes et les animaux se font rares. Et puis, se profile bientôt à perte de vue une étendue toute blanche. Il y avait autrefois à cet endroit un lac immense qui couvrait 60 000 km² et s'étendait jusqu'aux rives du Chobe et de l'Okavango. Il y a 10 000 ans, un changement climatique a provoqué l'évaporation de toute l'eau. Reste le sel qui craque sous les pas. C'est une sensation unique que de se trouver au cœur de ce paysage lunaire, dans cette immensité désolée. À la bordure orientale de la région des Panes, une piste bien tracée traverse le sanctuaire de Nata. C'est un espace protégé. Il a été créé par les communautés locales pour préserver cet écosystème particulier, car plus au sud, on exploite le sel des Panes de façon industrielle. C'est un sanctuaire plutôt dédié aux oiseaux. Il accueille notamment une grande colonie de flamands. À la saison sèche, ils se tiennent très loin du Mirador, là où il reste un peu d'eau. Avant que l'espace protégé ne devienne réalité, il a d'abord fallu déplacer les 3500 têtes de bétail qui avaient l'habitude d'y manger. On ne peut imaginer l'effort que ce fut pour tous les petits éleveurs. Ils tiennent à leurs bêtes plus qu'à toute autre chose au monde. Le Botswana compte plus de têtes de bétail que d'habitants. Ce pays est traditionnellement une terre d'élevage bovin. Les animaux qui se nourrissent librement sur des espaces plus ou moins clôturés sont regroupés de temps à autre à des points de collecte pour être vendus. La viande botswanaise est de grande qualité. Sa réputation a largement franchi les frontières. L'essentiel de la production est exporté, c'est l'une des richesses nationales. Mais une richesse menacée par la fièvre afteuse, une maladie virale très contagieuse qui se transmet chez les animaux à sabots fendus, qu'ils soient sauvages ou domestiques. Pour contrôler et limiter le développement de la maladie, le Botswana a mis en place des barrières vétérinaires.
Tous les véhicules en provenance d'une zone infectée et se rendant dans une autre sont contraints de passer dans ces bains désinfectants. Les piétons aussi sont tenus de nettoyer leurs semelles. Ces contrôles ont été instaurés quand l'Europe a interdit l'importation de viande botswanaise en raison du risque sanitaire. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre et les bœufs ont repris leur part dans le produit intérieur brut du pays. Ceci dit, ce n'est pas avec sa production agricole que le Botswana finance la construction des routes ou sa politique ambitieuse en matière d'éducation ou de santé. C'est grâce aux produits du diamant. Quand on a découvert ces gisements diamantifères en 1967, le Botswana était l'un des pays les plus pauvres qui soient. Aujourd'hui, c'est le plus gros producteur de diamants du monde. Dès qu'il a exploité ce trésor inespéré, il a connu pendant 30 ans la plus forte croissance de la planète. Signe extérieur de cette prospérité, la capitale au sud du pays. Ces buildings ont poussé au milieu de nulle part à l'emplacement d'un gros village qui portait le nom de son chef, Gaborone. C'est ce village qu'on a choisi au moment de l'indépendance pour en faire la capitale du pays tout neuf. Gaborone présentait deux avantages. Il n'était qu'à quelques kilomètres de la frontière sud-africaine et se trouvait sur la ligne de chemin de fer qui traversait l'Afrique australe. Gaborone, ici on l'appelle Gabs. Comme on l'a créée de toutes pièces, elle n'a pas beaucoup d'âme. Elle compte 200 000 habitants. La moitié sont fonctionnaires et travaillent dans les ministères et les services. Le Botswana a fait plutôt bon usage de la fortune apportée par le diamant, d'autant que c'est l'un des pays les moins corrompus du monde. À Gaborone, le niveau de vie est élevé. Salariés et fonctionnaires fréquentent les centres commerciaux qui ont fleuri à l'extérieur de la ville et ils vivent à l'occidental. Ici, on est loin de l'Okavango, du Kalahari et du peuple San. Mais les Bushmen ne sont plus que 10 000 dans le pays, alors que 60% des 2 millions de Botswanais sont citadins. « 80% de la population botswanaise se concentre dans les villes qui se sont développées dans un rayon de 200 km autour de Gaborone. Ce sont en fait de gros villages qui se sont urbanisés. On y a abandonné les cases traditionnelles et on s'y laisse séduire par les codes de la modernité. Les Botswanais importent quasiment tout d'Afrique du Sud. Ils n'ont pratiquement pas d'usine et il n'y a que les commerces et les services pour procurer des emplois. La production artisanale reste marginale. À une vingtaine de kilomètres de Gaborone, dans la petite ville de Gabane, cette structure est l'exception. On y crée des poteries. Avec la vannerie, c'est l'autre spécialité artisanale du pays. Les produits sont tout simples et la matière première est faite dans la cour avec de la terre ramassée juste à côté.
Kala ko ntse go na le metsi. Go ntse go na le metsi, o le no le metsi. Okay. Ici, on travaille souvent tous les jours, sans s'arrêter pendant 1 mois ou un peu plus, et puis on a droit à quelques jours de repos consécutifs. Une organisation qui permet aux Botswanais qui sont venus s'installer en ville de repartir de temps à autre voir leur famille dans leur village d'origine. Ce qui veut dire 9 fois sur 10 reprendre la route du Nord. Elle traverse le pays de bas en haut. Tout au nord, elle mène à Kazan, la 2e ville touristique du pays, sur les rives du fleuve Chobe. Quand on s'en approche, la faune devient très présente. Même en dehors des zones protégées qui occupent déjà 20% de la surface totale du pays. À Kazan, on est à 900 km de Gaborone et à la frontière nord du Botswana. Ce ne sont pas ces clôtures qui marquent les limites du pays. C'est un fleuve, le Kwando. Il arrive d'Angola. Ici, on l'appelle le Chobe. C'est un affluent du Zambèze. Sur l'autre rive, c'est la Namibie. On est là au carrefour de 4 pays. Les frontières de la Zambie et du Zimbabwe ne sont qu'à quelques kilomètres. La route qui dessert Kazan et qui traverse la ville est parallèle au fleuve. Les animaux de la savane alentour doivent donc la traverser pour aller boire. Les babouins et les phacochères voient sans doute le bon côté de la présence humaine. Elle leur offre toujours des opportunités. Il y a bien une graine oubliée, un déchet exploitable, de quoi oublier la circulation et ses dangers. Le vrai problème, c'est les éléphants. Il faut les ménager, éviter autant que possible de les retrouver en ville, mais leur permettre quand même d'accéder à l'eau. Ces éléphants qui vivent dans la petite forêt juste à côté traversent la route au moins 2 fois par jour. Pour canaliser le flux des pachydermes, on a dressé parallèlement à la rive une clôture dans laquelle on a aménagé des accès. Une démarche somme toute bienveillante, car pas question ici de prendre des mesures radicales contre les animaux. Ils font la richesse de la ville. Kazan compte un peu plus de 10 000 habitants. C'est la 2e ville touristique du pays. Pour une raison simple, c'est la porte d'entrée de l'une des régions les plus riches en faune sauvage de la planète. Ici, tout le monde ou presque travaille de façon directe ou indirecte pour le tourisme. Le fleuve est le moyen privilégié pour accéder au royaume animal. On peut voir au long des berges une véritable flottille de bateaux en tout genre et de toute capacité. Quelle que soit l'embarcation choisie, toute croisière commence par un passage obligé, l'enregistrement des passagers au ponton du parc national.
On est à quelques kilomètres en amont de la ville, au point d'accès d'une zone protégée de plus de 10 000 km². Le parc national du Chobe, qui s'étend au sud du fleuve, a la taille de pays comme le Liban, le Qatar ou la Jamaïque. Il a été créé en 1968. C'était le premier parc national du Botswana. Cette zone, qu'on appelle le Riverfront, est l'une des plus accessibles pour observer de près l'abondance de la vie sauvage. Le Chobe a toujours un bon débit, même au cœur de la saison sèche. Alors, on y observe à la fois des espèces complètement liées à l'eau et d'autres qui en dépendent de façon vitale. Le parc abrite la plus forte concentration d'éléphants du monde. Ils sont ici plus de 50 000. Ils exercent sur l'environnement une énorme pression. Certains considèrent qu'elle met en péril l'équilibre de l'écosystème et qu'il faudrait limiter le nombre des éléphants. Cela fait débat au Botswana. Il y a eu longtemps un autre sujet de discussion sur ces rives, le cas de Sedudu Island. Pendant des années, la Namibie et le Botswana se sont disputés cette étendue toute plate au milieu du fleuve Chobe. Pour le principe, car c'est une zone inondable qui ne présente guère d'intérêt, sauf pour les éléphants et les buffles qui l'habitent. Finalement, la Cour internationale de la Haye a tranché. En se référant à la profondeur de l'eau dans les deux bras qui l'entourent, elle a jugé que l'île était botswanaise. C'est à la tombée du jour que la lumière adoucie donne au Chobe tout son charme. C'est à ce moment aussi que les animaux sont les plus nombreux. Tous les bateaux sont partis quasiment à la même heure pour revenir à Kazan au moment du soleil couchant. Le petit matin est le moment idéal pour combler une frustration. Découvrir à quoi ressemble le parc quand on le parcourt de l'intérieur. La piste est sableuse et plutôt chaotique. Mais elle réserve très vite une belle surprise. Un chien sauvage. L'un des prédateurs les plus rares. Tous les guides ont la tentation de le suivre, mais ce sera peine perdue. L'animal va disparaître très vite dans la broussaille. Le parc du Chobe est réputé pour ses prédateurs.
Il abrite notamment une forte population de hyènes et ces lions sont connus pour s'en prendre aux éléphants. Ils ont laissé là les restes d'une énorme carcasse. Quelques centaines de mètres plus loin, les véhicules s'arrêtent pour observer cette fois l'animal le plus recherché par les touristes, le léopard. Avec sa faune hors du commun et sa stabilité politique, le Botswana attire une clientèle internationale fortunée. C'est le choix assumé de ce pays sage. Éviter le tourisme de masse, destructeur d'environnement, et tirer profit de sa nature comme de ses autres richesses. Ne pas compter uniquement sur le diamant dont on sait que le cours, par le passé, a déjà chuté. On est habitué ici au revers de fortune. Tout le monde connaît l'histoire de Francistown. En 1869, on a découvert de l'or dans cette petite rivière tout près de la frontière du Zimbabwe. Le filon a aussitôt attiré une foule en quête de fortune et une ville s'est développée le long de la Tati River. De cette époque, il ne reste que quelques noms de rues. Blue Jacket, c'est le nom d'un prospecteur célèbre. Et puis, petit à petit, le filon s'est épuisé. Et on a fini par fermer la dernière mine d'or. La ville a décliné et chacun est retourné à son petit métier. Mais en 1970, la chance a encore tourné. On a découvert dans la région des gisements de cuivre et de nickel. Francistown a connu alors un véritable boom économique et une nouvelle croissance. C'est devenu la deuxième ville du pays. Elle compte plus de 150 000 habitants. On vient aujourd'hui du Zimbabwe voisin y faire ses achats. L'atmosphère est vibrante, chaleureuse. La ville est beaucoup plus attachante que la capitale. Mais la tentation d'une vie à l'occidentale devient ici aussi omniprésente. Pour afficher sa réussite, on se marie à l'américaine, sur les berges de la Tati River. Signe des temps, signe que les liens se distendent avec les coutumes ancestrales, les danses traditionnelles, pourtant déjà modernisées, ne sont pas franchement en rythme. Le Botswana, jour après jour, tourne irrémédiablement le dos à son histoire de pays pauvre et sans perspective. Premier producteur de diamants du monde, il partage plutôt raisonnablement ses richesses. Il n'y a finalement que le peuple premier du pays, le peuple San, qui se sent un peu à l'écart. Souvent méprisé,
Pas vraiment intégrés, les Bushmen s'accrochent à leur savoir-faire, s'efforcent de garder au moins la mémoire de leur tradition. Sable chaud et mer froide. Faune africaine et animaux marins. Vaste territoire désertique et ville moderne. La Namibie est une destination unique, aux paysages spectaculaires. Que ce soit au cœur des plus hautes dunes de sable au monde, aux abords du plus grand canyon du continent africain, au cœur d'une jeune capitale moderne et accueillante, sur les rivages de l'océan Atlantique et de sa côte des Squelettes, ou au milieu de ses parcs nationaux et de sa faune préservée. Partons à la découverte de ce territoire de l'Afrique australe, à la fois paisible et grandiose. Partons à la découverte de la Namibie. Jeune pays de l'Afrique australe, la Namibie a fortement été marquée par la colonisation allemande dès la fin du XIXe siècle. Lorsque les derniers soldats allemands sont délogés du continent en 1915, l'Afrique du Sud prend alors à son tour le contrôle du pays et y impose son système d'apartheid. Finalement, et après 3 décennies de conflits armés, la Namibie accède à son indépendance le 21 mars 1990. Avec une superficie de 840 000 km², équivalent à la France et l'Italie réunies, le territoire ne compte pas plus de 2,5 millions d'habitants. Notre voyage débute dans le Namib, vaste désert qui a donné son nom au pays. Âgé de 60 millions d'années, le Namib est considéré comme le plus vieux désert de la planète. Véritable monument national, il se visite étonnamment assez facilement. Pour cela, il faut se rendre dans les dunes de Sossusvlei, au plus près de son cœur brûlant. Site le plus visité de Namibie, Sossusvlei est une étape incontournable. Fort heureusement, ces étendues le préservent d'une impression de surfréquentation. Ici, l'humain disparaît rapidement devant les dimensions hors normes du paysage. À cet endroit, les dunes de sable culminent à 300 mètres de hauteur et leur couleur ocre-rouge contraste fortement avec le fond du Salar, la cuvette d'un ancien lac asséché, cuit et recuit au soleil du midi.
car sous ces latitudes, la température du sable peut atteindre 70 degrés Celsius. Gare au coup de soleil. Mais lors de l'hiver austral, de juin à septembre, le climat devient bien plus supportable. Ces arbres, emblématiques de la Date Flea, sont les restes d'acacias morts depuis plus de 900 ans. Époque à laquelle l'eau du lac a sans doute disparu dans les profondeurs des sables. L'atmosphère asséchée a conservé les troncs qui ne se décomposent pas. Ils pointeront sans doute leurs bras squelettiques vers le ciel azur pour quelques siècles encore. Pour rejoindre la côte, il faut traverser 400 km de désert. Si un véhicule tout-terrain n'est pas indispensable, il assure néanmoins plus de confort sur les pistes en gravelle. En Namibie, seuls les axes principaux sont goudronnés, mais le réseau routier secondaire est aussi très bien entretenu. Sur ces pistes, il ne faut pas négliger les points de ravitaillement, car ils ne sont pas si nombreux. C'est l'occasion de découvrir des lieux insolites, comme le petit hameau de Solitaire, sorte de village western à la namibienne. Pompe à essence d'un autre âge et carcasse rouillée procurent une ambiance rétro à cette station-service des années 60, où tous les voyageurs s'arrêtent pour faire le plein du réservoir. Mieux vaut être prévoyant. Après 40 km de route vers le nord, un panneau routier indique que l'on se situe bien dans l'hémisphère sud. À cet endroit court la ligne imaginaire du tropique du Capricorne, l'un des 5 parallèles principaux présents sur le globe terrestre, délimitant la zone à l'intérieur de laquelle le soleil se place au zénith au solstice d'hiver. La route se poursuit par le franchissement des rivières Gob et Kuiseb. Si les traces laissées par l'action de l'eau sont manifestes, les rivières, elles, manquent à l'appel. Et pour cause. Les cours d'eau à l'origine de ces impressionnants canyons sont à sec durant la majeure partie de l'année. Face à ces formations géologiques de schiste plissé, le dépaysement est total. La rivière Kuiseb marque la limite entre la mer de sable du Namib, laissée au sud, et les immenses plaines rocailleuses qui s'annoncent plus au nord. Et au-delà, la côte atlantique. Swakopmund, ou Swakop comme se plaisent à l'appeler les Namibiens, est la ville balnéaire du pays. Située à seulement 350 km de la capitale Windhoek, la ville attire son flot de touristes les fins de semaine, lorsque les températures à l'intérieur des terres sont trop fortes. Balnéaire et touristique, c'est un peu la Deauville de la Namibie. Aux portes du désert du Namib, Swakopmund bénéficie d'un climat largement adouci par l'air frais venant du large. Sous ces latitudes, un puissant courant marin, le courant de Benguela, longe tout le littoral namibien et refroidit l'ensemble des eaux bordant ses côtes jusqu'à 12 degrés Celsius. Sa proximité avec l'océan, Swakopmund l'a fait vivre dès le cœur de la ville, avec sa jetée en bois. Construction centenaire s'avançant vers l'océan sur 260 mètres, on y flâne pour y prendre l'air. La ville qui s'étend aux portes du désert affiche clairement ses origines allemandes.
Il faut alors prendre le temps de parcourir les rues du centre-ville pour y découvrir les belles demeures historiques. L'ancien hôpital, aujourd'hui reconverti en hôtel. La caserne militaire construite en 1905, qui hébergeait le régiment du génie. Et méritant le détour, la Hohenzollernhaus. Bâtie en 1909, elle servit d'hôtel pendant de nombreuses années, puis de bureau administratif, avant de finalement être reconvertie en logement. Déclaré monument national en 1983, le bâtiment arbore une architecture typique de l'époque coloniale allemande. Dans un pays majoritairement luthérien, l'église sur Otavi Street illustre bien la présence de cette obédience protestante qui regroupe plus de 700 000 membres répartis sur 124 paroisses à travers toute la Namibie. Après une matinée ensoleillée, la brume venant du large commence à envelopper la ville. C'est un phénomène fréquent sur la côte namibienne. Une centaine de jours par an, le refroidissement de l'air engendré par le courant de Benguela crée ces brumes qui, poussées par les vents du large, enveloppent la ville et le désert du Namib, apportant une humidité bienfaitrice aux espèces du désert. Les premières dunes de sable apparaissent aux portes de Swakopmund et permettent de pratiquer des activités de glisse, mais sans remontée mécanique. Le désert du Namib renferme une petite faune originale, totalement adaptée aux conditions climatiques et qu'il est passionnant de découvrir. Pour cela, il est possible de faire appel aux compétences de guides naturalistes. L'agence la plus réputée en ville est Tommy's Living Desert Tour. Ces guides, véritables spécialistes du désert, conduisent les visiteurs au plus près du monde sauvage. Proximité garantie. S'il est toutefois assez rare de le croiser, déranger un scorpion du désert peut s'avérer dangereux, car son venin possède des neurotoxines mortelles pour l'homme. Enfouie dans le sable, la vipère du Namib jaillit tel un diable de sa cachette pour fondre sur ses proies. C'est un as du camouflage. Ces espèces venimeuses peuvent impressionner de prime abord. Il n'en reste pas moins qu'elles vivent dans des milieux hostiles où l'homme n'a guère sa place, diminuant grandement les rencontres et donc les accidents. Le caméléon de Namakwa est un autre animal endémique de ce désert. Ce caméléon, totalement inoffensif lui, se nourrit de petites proies qu'il capture fort habilement. Quitter la ville par le nord permet de rejoindre la côte des Squelettes. En raison de forts courants, de la houle et des brouillards denses, ces côtes sont parmi les plus dangereuses au monde. Côte redoutable et redoutée, les épaves des navires qui la parsèment l'illustrent parfaitement. Le chalutier Zeyla s'échoua aux petites heures du 25 août 2008, fort heureusement sans faire la moindre victime. Tracté par un autre navire pour être conduit sur son lieu de démantèlement, sa ligne de remorquage céda sous la force brutale des vagues. Aujourd'hui, sa carcasse rouillée est devenue la propriété exclusive des cormorans du Cap. Cap Cross. Découvert en 1485 par le navigateur portugais Diego Cam, une croix marque le point le plus au sud que des Européens atteignirent cette année-là sur les côtes africaines. Aujourd'hui,
Cap Cross est surtout connu pour sa réserve naturelle qui abrite à l'année une colonie d'otaries à fourrure. Dans un vacarme assourdissant et une véritable odeur de fauve, plus de 100 000 otaries ont clairement pris possession des lieux. On peut y voir les plus jeunes téter leur mère et les plus grands apprendre à pêcher au large. La vie semble s'écouler paisiblement, malgré quelques chamailleries. La quantité d'ossements qui parsèment les plages prouve que les prédateurs savent prélever leur dû. Les chacals à chabrac sont de vrais opportunistes, tantôt prédateurs, tantôt charognards. Avec un peu de patience, il est possible de les observer en journée sur le cap et ses environs. Sur la piste menant vers l'est, culmine au sein d'une plaine à 1000 mètres d'altitude, le massif du Spitskope. Ce massif est l'une des curiosités géologiques de Namibie. C'est un Inselberg, littéralement une île-montagne en allemand. Une bulle de magma qui a émergé et s'est retrouvée façonnée par l'érosion. La zone abrite de nombreuses peintures rupestres. Réalisé par les hommes qui peuplaient les lieux il y a 20 000 ans, le site de Bushman Paradise est le plus visité. Ces peintures, datées de 4000 ans, sont considérées comme l'une des plus belles collections d'art rupestre en Namibie. On peut y voir la représentation des animaux qui peuplaient déjà les plaines environnantes, avec des koudous, des zèbres, des rhinocéros et leurs prédateurs. Ici, des chasseurs San, accompagnés d'un chaman. On peut y croiser en journée de petits animaux vivant dans les rochers. Ce sont des damans du Cap, de petits mammifères ressemblant à des marmottes, mais qui ont étonnamment de lointaines origines communes avec les éléphants. Ces placides herbivores vivant en colonie se nourrissent de feuilles d'acacia. Leur présence sur la zone est trahie par des traces blanches qui recouvrent les rochers. Elles correspondent à leurs fientes déposées là de génération en génération. Véritable mosaïque de culture et de tradition, la Namibie est un bel exemple d'unité dans la diversité. Le pays regroupe une dizaine d'ethnies possédant chacune sa propre langue et ses traditions. Le peuple Herero est une ethnie bantoue vivant également en Angola et au Botswana. 160 000 Herero résident en Namibie. La découverte du village culturel d'Ombu, situé à 48 km de Djivarongo, est l'occasion unique de découvrir ce peuple accueillant et fier de ses origines. L'authenticité du village d'Ombu le distingue d'autres musées vivants, car il est la résidence permanente d'une famille Herero. Ce village offre ainsi une vision intime de la culture Ova Herero, au sein de laquelle les femmes mariées et les plus âgées portent l'orokova, une robe trouvant ses origines à l'époque victorienne. Ce que vous voyez ici, c'est une peau d'animal. Normalement, au Kaokoland, le peuple Imba porte encore des vêtements en peau d'animaux. Le peuple Herero n'est pas très éloigné du peuple Imba. Les Herero sont descendants des Imba. Ils ont migré vers le sud et ont modifié leur tenue.
La robe est un héritage du temps de la colonisation par les Allemands. Les héros ont adopté ce qu'on appelle la robe Victoria à cause des habits de l'époque. Ça, ce sont d'autres vêtements qu'on met en dessous pour que la robe ait l'air un peu plus bouffante. Ce sont des vêtements similaires pour la plupart à celui que je porte, mais adaptés à différentes occasions. Celui-ci, par exemple, on peut le porter pour un enterrement ou même à la maison. Les vêtements brillants conviennent pour les mariages et ce genre d'occasion. Ceux-ci sont très brillants. L'idée du chapeau s'inspire des cornes de vache. Parce que chez les héros, on est très fiers de nos vaches qui nous fournissent presque tout ce dont on a besoin. Le lait, le beurre, la peau, les vêtements, presque tout nous vient de la vache. Nous portons donc fièrement ce chapeau. Chez ce peuple d'éleveurs, la vache est le symbole de richesse. Plus grand est le troupeau, plus riche est le village. Et plus important sera le statut de son propriétaire. Ainsi, toute la culture traditionnelle héréro repose sur les produits issus de la vache. Dans la culture traditionnelle, les jeunes filles apprennent dès leur plus jeune âge à traire, puis à préparer les produits issus du lait, comme l'omaéré, sorte de beurre baratté, et le ghee, un beurre clarifié. Les femmes préparent aussi le pop, un accompagnement réalisé à base de farine de maïs blanc, très présent dans les plats traditionnels namibiens. La première femme, ici, prépare du ghee, du beurre clarifié. L'autre femme prépare du mealy pap, une sorte de polenta de farine de maïs. Elle fait du pop. Là, c'est de l'omaéré, du babeur fermenté, qui va être mélangé avec la farine de maïs, le pop, pour préparer de délicieuses céréales pour le petit déjeuner. Voyez comment une femme héréro est assise et verse le lait. On ne doit pas se tenir debout lorsqu'on verse le lait, on doit s'asseoir. Et maintenant, il faut mélanger le tout, comme si on mélangeait du pop avec du lait, mais ici, on le mélange avec l'omaéré. Chaque jour, au lever, il faut le préparer. Et si l'on cuisine un plat de viande, on peut aussi faire du pop en accompagnement, en y ajoutant de la sauce. Ces pratiques culturelles tendent à disparaître de nos jours. Et le village d'Ombu a l'immense mérite de mettre en valeur la culture et le mode de vie du peuple Ova Herero, tout en connectant chaque visiteur à leur réalité d'aujourd'hui. Ces échanges rendent plus aiguë encore la terrible répression dont fut victime ce peuple au siècle dernier. À 1 heure de route de Djivarongo, on atteint vers l'est la limite occidentale du désert du Kalahari. Au cœur de ce paysage se dressent tel un mirage les hautes falaises flamboyantes du massif du Waterberg. C'est ici que le 11 août 1904 se déroula la sanglante bataille de Waterberg, qui opposa la résistance héréro, menée par leur chef Samuel Maha Herero, aux troupes du Reich lourdement armées. Mis en défaite, les héréros s'enfuirent dans le désert. C'est alors que le commandant des troupes allemandes, le sinistre général Lothar von Trotha, rédigea de sa main un ordre d'extermination à l'encontre des héréros et des Nama.
Considéré aujourd'hui comme le premier génocide du XXe siècle, 100 000 hommes, femmes et enfants furent ainsi pourchassés et exterminés, créant un véritable traumatisme dans l'histoire namibienne. Édifice géologique spectaculaire de 50 km sur 15, le massif du Waterberg expose sa couronne de grès rouge à 200 mètres au-dessus des plaines. Ces roches sont les témoins pétrifiés d'un désert de sable qui couvrait jadis la majeure partie du pays, il y a 190 millions d'années. À chaque saison des pluies, les précipitations s'infiltrent à travers le grès poreux. Tout le massif se gorge alors d'eau telle une éponge, la redistribuant le long des pentes en une multitude de sources. Cet environnement contraste fortement avec l'aridité régnant dans les plaines environnantes. Le Waterberg porte ainsi à merveille son nom de montagne d'eau. C'est une véritable oasis au cœur d'une savane desséchée. Parc national depuis 1972, le plateau sommital requiert la présence d'un guide pour s'y déplacer. Les contreforts du massif, eux, offrent un large choix de sentiers que l'on peut aisément parcourir par soi-même. Sur le haut des falaises, une bande de babouins chacma profite des premiers rayons du jour. Ils viennent de passer la nuit dans la falaise, à l'abri, loin des prédateurs de la plaine. Ces singes ont trouvé dans ce massif un refuge, une forme de paradis suspendu au milieu d'une région aride. Animal d'un naturel curieux, le babouin fait preuve de beaucoup d'intelligence. Ces singes possèdent un comportement social riche et complexe et communiquent au moyen de cris, d'attitudes corporelles et d'expressions faciales dont ils sont passés maîtres. Windhoek, le coin du vent en Afrikaans, est une ville de 300 000 habitants, moderne et très agréable à vivre. Capitale de la Namibie, Windhoek se situe dans une plaine vallonnée à 1600 mètres d'altitude. On s'y sent à l'aise dès l'arrivée. Découvrir la ville à pied est facile, car la capitale est à l'image du pays, sûre et accueillante. Par bien des aspects, on découvre un centre-ville où les traces de l'ancienne présence allemande sont encore bien visibles, comme sur Independence Avenue, le quartier des affaires de Windhoek. Édifice emblématique de la ville, l'église luthérienne se situe sur un îlot de circulation sur Mugabe Avenue. Érigée en 1910, c'est la plus ancienne église évangéliste luthérienne de Namibie. À ses côtés se trouve le mémorial de l'indépendance et la statue de l'ancien président Sam Nujoma, considéré comme le père de la nation namibienne. Il est l'une des figures importantes qui a mené le pays à son indépendance. Dans les rues du centre-ville, l'architecture témoigne de l'influence allemande, comme à la gare ferroviaire datant de 1912, d'où partit la première ligne de chemin de fer reliant la capitale à Swakopmund. Dans la zone piétonne, proche du marché artisanal, sont exposés les fragments de la météorite de Ribeon, découverte en 1836 dans le sud du pays. Les 77 fragments retrouvés dans le désert ont permis d'estimer son poids à 26 tonnes,
ce qui la positionne parmi les plus grosses météorites jamais identifiées à ce jour. Ville d'entrée du pays, Windhoek est idéalement située à la croisée des chemins et permet d'accéder à l'ensemble du pays en empruntant son réseau routier principal. À l'est se situe le désert du Kalahari, que l'on découvre ici dans sa partie occidentale. Cette zone aride s'étire sur plus d'un demi-million de kilomètres carrés depuis le Botswana et l'Afrique du Sud. C'est un semi-désert composé de dunes basses de sable rouge recouvert d'une savane arbustive d'acacias épineux. En langue tswana, Kalahari signifie la grande soif. Cette immense étendue ne possède pas d'eau de surface et les rares précipitations s'infiltrent immédiatement dans les sables. Les espèces sauvages se sont donc adaptées. Les végétaux ont développé de longues racines s'enfonçant profondément pour atteindre les nappes d'eau. Les animaux aussi ont fait preuve d'adaptation. Les girafes se nourrissent sans difficulté des feuilles et des fleurs d'acacia en se jouant habilement de leurs épines. Pourtant redoutables. Mais les résidents les plus connus de ces sables rouges sont sans conteste les suricates. Ces petits animaux vivent en colonie et leur adaptation au sable du désert est remarquable. Les suricates sont les terrassiers du Kalahari. Ils utilisent la technique de la sentinelle. À tour de rôle, chacun d'eux monte la garde et en cas de danger, alerte les autres membres du groupe qui se mettent à l'abri. Mais avec l'autruche, aucun souci. Bien que le rapport de taille soit vraiment impressionnant. Les hommes ont eux aussi réussi le tour de force de s'implanter ici. Le désert du Kalahari est le territoire du peuple San, que les colons européens nommaient Bushmen. Leur présence en Namibie est attestée par des peintures rupestres datant de 40 000 ans. Ce peuple de chasseurs-cueilleurs, à l'origine nomade, est devenu, bien malgré lui, sédentaire en son pays et ne vit plus aujourd'hui de manière traditionnelle. Au ranch de Bagatelle, à Marienthal, il est possible de venir à leur rencontre. À travers un village reconstitué et d'une sortie accompagnée, les San présentent leur culture et leurs connaissances sur ce désert qu'ils considèrent comme un jardin. Bonjour et bienvenue en Namibie. Suivez-nous à la découverte du Kalahari, des plantes qui y poussent et peuvent être utilisées en médecine, ou de celles qui donnent de bons fruits. Puis nous irons au village rencontrer notre famille. Les San, tout comme les Nama, parlent une langue Khoisan, sans doute la plus ancienne des langues encore parlées sur la planète. Ce langage comporte une série de clics produits par des claquements de la langue bien difficiles à appréhender pour un profane. Pete nous en explique les bases. Ce sont les 4 clics différents des Bushmen. Cette langue combine 4 clics avec les lettres de l'alphabet. On a les lettres de l'alphabet de A à Z et en plus, on a 4 clics différents. Donc, quand on écrit, la plupart des mots présentent des clics, à l'exception de quelques-uns qui n'en ont pas. Par exemple, parmi les mots qui n'ont pas de clic, quand on veut dire « merci beaucoup », on dit « mi via », qui n'a pas de clic. Celui-là est très facile, il n'a pas de clic. Mais à l'oral, la plupart des mots ont des clics. Lorsque j'écris le nom de quelqu'un, j'utilise les clics
Et j'ai des lettres de l'alphabet. C'est donc Oma, le nom de quelqu'un. On a le clic, puis c'est Oma, O-M-A, avec l'alphabet. Autrefois, les San dépendaient totalement des ressources qu'ils trouvaient dans le désert. Leur connaissance de l'environnement était donc vitale. Les plantes leur permettaient de se soigner et de se nourrir. Pour la chasse, la confection de pièges était un art qu'il fallait maîtriser. Celui-ci, installé au sol, permettait d'attraper une autruche. Car comme le dit un San bien informé, l'autruche possède 2 gros yeux, mais un cerveau minuscule. Autrement dit, il est facile d'abuser l'oiseau et de l'attraper par ce subterfuge. Ces hommes, habitués à courir le désert parfois jusqu'à 40 km par jour, utilisaient plantes et racines pour se désaltérer. Élément majeur dans la culture San, l'œuf d'autruche servait de réserve d'eau une fois vidé. Il était alors utilisé comme une gourde, enfoui dans le sable sur des sites bien identifiés et répartis stratégiquement sur le territoire. Ainsi caché à l'abri des regards, il était alors possible pour les chasseurs en mauvaise posture de compter sur cette précieuse réserve d'eau pour se désaltérer. L'œuf d'autruche est toujours un aliment de choix pour les San. Il équivaut à lui seul à une 20aine d'œufs de poule. Ce peuple de chasseurs-cueilleurs vivait autrefois en parfaite harmonie avec la nature. Leur survie était intimement liée aux plantes et aux animaux peuplant le Kalahari. Ils en ont conservé des connaissances remarquables et surtout un respect toujours intact. Le sud de la Namibie, frontalière avec l'Afrique du Sud, est une région peu fréquentée par les touristes européens, mais qui mérite pourtant que l'on s'y attarde. Une étape incontournable sur ce parcours se situe dans la région de Keetmanshoop. C'est dans cette partie de la Namibie que peut s'observer une concentration remarquable d'arbres à carquois, ou Kokerboom en afrikaans. Ces plantes sont des aloès géants, mesurant 7 mètres de haut. Tout comme l'oryx gazelle l'est pour les animaux, l'arbre à carquois est l'emblème végétal de la Namibie. Son nom vernaculaire provient de l'utilisation qu'en faisaient les San, qui se servaient de ces branches tout à la fois solides et flexibles pour confectionner le carquois de leurs flèches. En empruntant la piste C17 en direction de Koes, on atteint la ferme de Spitskoppe. C'est là que vit Riel Steenkamp, un ancien éleveur de moutons. Riel est le propriétaire du Mesosaurus Fossilkamp, connu à travers tout le pays et même bien au-delà de ses frontières. Car c'est ici, sur cette terre, que Riel et son fils ont trouvé par hasard en 1990 les restes fossilisés d'une créature préhistorique. Cette découverte déclencha dans le monde scientifique un véritable engouement. Vous voyez, cette créature est morte il y a 250 millions d'années. Alors que les grands dinosaures, eux, sont morts il y a 65 millions d'années. Elle est donc beaucoup plus ancienne. Là, on voit une partie de la tête, mais le museau s'est érodé. Et là, on voit l'empreinte du cou, avec une empreinte de la colonne vertébrale, des empreintes des côtes et la queue, qui s'est également érodée.
Ces créatures avaient une longue queue puissante. Elles étaient probablement d'excellents nageurs. Et là, on voit la patte arrière, avec le fémur, le tibia, le péroné, comme chez les êtres humains, avec les 5 orteils. On peut voir les ongles, et si on regarde bien, on voit que l'orteil du milieu était disloqué. La pauvre bête! Ces fossiles de Mésosaurus constituent une preuve de la théorie d'Alfred Wegener sur la dérive des continents. Car on trouve exactement les mêmes fossiles en Amérique du Sud. On en conclut donc que les continents étaient joints à un moment donné. On a trouvé ces morceaux de sédiments à proximité et je les ai mis côte à côte. Vous voyez ce petit trou, juste là? Ça peut être l'empreinte d'un os. Maintenant, quand je l'ouvre, on peut voir qu'il y a un fossile à l'intérieur. C'est la partie supérieure de la queue, le corps commençait là. Mais on ne voit pas d'os à l'intérieur, que des empreintes. Ces créatures vivaient ici à la fin de l'ère Carbonifère et au début de l'ère Permienne. On pense qu'avec toutes les plantes dans l'eau, l'eau est devenue à cette époque un peu acide au fond de la mer. Et au fil du temps, cette eau acide a dissous les os et n'a laissé que des empreintes. C'est la raison pour laquelle nous avons tant de fossiles. En fait, le fossile est une faiblesse dans le sédiment. Ce dernier s'ouvre au niveau d'un os car il est creux à cet endroit. Tout ce que je peux dire à ce pauvre animal, c'est seulement « repose en pièces ». Rhyl n'est pas seulement le gardien de l'un des sites fossilifères les plus remarquables du continent africain. Il possède aussi des talents de musicien. Au beau milieu de ce décor de chaos de roches anciennes, Rhyl ne pouvait pas mieux trouver qu'un instrument datant de l'âge de pierre. Bien, si vous vous tenez ici, moi je joue là. Vous voyez cette roche? Elle est très dure. Et les fissures ne contiennent pas de sable. La tension dans la roche crée donc une résonance. Vous êtes prêts? Mais vous voyez, je ne suis pas un très bon musicien, car je joue sur cette roche depuis plus de 10 ans et je ne connais toujours que 2 morceaux. Bye bye. Au même titre que le sont les chutes Victoria entre la Zambie et le Zimbabwe, ou le Kilimandjaro en Tanzanie, le Fish River Canyon de Namibie est l'un des sites naturels remarquables du continent africain. Avec ses dimensions gigantesques, affichant 160 km de long, 26 de large et une profondeur de 550 mètres, ce canyon est le plus vaste d'Afrique et l'un des plus grands au monde. Les roches de ces pentes sont les plus vieilles pierres de Namibie, datées à plus d'1 milliard d'années. Entre avril et septembre, il est possible d'effectuer sur 5 jours une randonnée de 85 km au cœur du canyon. Un sacré défi qui réclame une excellente condition physique et l'obligation d'être accompagné d'un guide accrédité. On ne se lance pas à la légère dans pareil environnement. Une voie de chemin de fer bâtie en 1908 relie l'intérieur de la Namibie à la ville de Luderitz sur la côte. Elle est toujours utilisée pour le transport du minerai.
Le secteur minier contribue à hauteur de 15% du PIB namibien. C'est au bord de cet axe ferroviaire, perdu au milieu de nulle part, que l'on croise les chevaux sauvages de Namibie. Ils sont les descendants directs des chevaux que la Schutztruppe abandonna lors de sa fuite en 1915. Laissés à leur pauvre sort, les montures des soldats allemands survécurent presque miraculeusement dans ce désert. Si au tournant des années 80, cette population redevenue sauvage faillit disparaître, on en dénombre aujourd'hui près d'une centaine sur la zone. La vie de ces courageux chevaux ne dépend que d'un seul et unique point d'eau, celui de Garoub. Sans cet abreuvoir artificiel, aucun de ces descendants d'anciens chevaux de selle européens n'aurait pu survivre dans pareil environnement. Le 24 avril 1884, le chancelier Otto von Bismarck proclame la souveraineté de l'Empire allemand sur le sud-ouest africain. L'histoire de son peuplement par les Européens est intimement liée à la découverte totalement fortuite d'un diamant par un ouvrier du chemin de fer, Zakaria Levala. La nouvelle se répandit à toute vitesse et lança une véritable ruée vers ces terres lointaines. Le pauvre Zakaria, lui, n'en tira aucun profit. La mine assura à son apogée plus de 10% de la production mondiale de diamants. Mais toute fièvre connaît une chute. Après avoir atteint son plus fort développement au début du XXe siècle, la petite ville de Kolmanskop se vida progressivement de ses occupants et tomba pour de bon dans l'oubli au tournant des années 50. Elle est aujourd'hui déclarée ville fantôme et peut désormais se visiter. Véritable Eldorado durant plusieurs décennies, Kolmanskop abritait des infrastructures dignes des grandes villes européennes. Il faut cela représenter à la grande époque, lorsque la ville abritait 250 familles d'Européens qu'il fallait bien distraire. Fabriques de glace, casinos, gymnases et même une piscine dont l'eau si précieuse était acheminée par bateau d'Afrique du Sud. Le plus incroyable est sans doute que la ville fut la toute première du continent à abriter un centre d'imagerie à rayon X, phénomène découvert quelques années plus tôt par le physicien allemand Konrad Röntgen. L'appareil à usage médical permettait de contrôler les estomacs des mineurs, non pour leur santé gastrique, mais pour s'assurer qu'ils ne volent pas les pierres précieuses en les dissimulant au sein de leur tube digestif. Le site de Kolmanskop est une visite incontournable en Namibie, car elle permet de saisir une part importante de l'histoire du pays. Après une dizaine de kilomètres, apparaît la petite ville portuaire de Lüderitz. Coincée d'un côté par l'océan Atlantique, qui lui assène son vent chargé d'embrun, et de l'autre par un désert brûlant qui l'ensable régulièrement, Lüderitz a trouvé sa place dans ce décor de Far West. C'est en 1883 qu'Adolf Lüderitz, un riche négociant de Brême, en Allemagne, acquiert le site de la baie auprès d'un chef Nama, pour la somme bien modeste de 10 000 marks et de 250 fusils. À la suite de cette transaction quelque peu malhonnête, Adolf Lüderitz crée sur les lieux un port auquel il donne en toute simplicité son propre nom. C'est ainsi que le premier protectorat d'empire est accordé aux possessions de l'homme d'affaires. L'Empire allemand proclame ainsi officiellement sa souveraineté sur le Lüderitzland, l'actuelle Namibie. Dans les années qui suivirent, la découverte de diamants favorisa l'essor de la ville. Habitations et bâtiments officiels firent leur apparition.
Proche de l'église luthérienne évangélique qui surplombe la ville, la Gorgehaus est sans doute la maison la plus bavaroise de la ville et symbolise à elle seule toute cette époque coloniale. À une vingtaine de kilomètres de Lüderitz, on atteint la presqu'île de Diaz Point. Dans leur recherche d'un passage vers l'Inde, les Portugais, menés par l'explorateur Bartolomeu Diaz, découvrirent le site en 1488. Peu hospitalière, la côte ne va guère inciter les Portugais à s'y implanter. Et c'est en 1915 que sera inauguré le phare signalant encore aujourd'hui l'entrée de la baie. Il semble veiller tout autant sur le large que sur les salines en contrebas. Cette zone naturelle est fréquentée par des colonies de flamands qui y trouvent là une manne nourricière. C'est entre désert et océan que nous terminons notre périple. Ce jeune pays d'Afrique australe est une belle découverte pour les voyageurs avides de grands espaces et de nature sauvage. Subtil mélange entre tradition ancestrale et modernité, les rencontres y sont authentiques et le voyageur toujours le bienvenu. La Namibie se révèle assurément comme l'une des perles de l'Afrique australe.